Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Lemétayer, CEO et cofondateur d'Aspiration. Bonjour Nicolas. Salut Armelle. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bon Nicolas, moi ça va bien. Est-ce que dans ton enfance, il y avait des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors aucun signe, puisque quand j'étais petit, moi j'étais passionné de sport et mon rêve c'était de faire du vélo. Donc j'ai fait beaucoup de vélo de tout petit jusqu'à à peu près 21-22 ans dans l'espoir de devenir un cycliste professionnel. Malheureusement, j'ai pas réussi. Donc je suis retourné à l'école, comme j'avais arrêté l'école à 16 ans, pendant 2-3 années, j'ai galéré pour faire mon bac en candidat libre. Puis j'ai pu faire une prépa et intégrer une école de commerce. Donc en fait, j'ai compensé un peu pendant à peu près 4-5 ans où j'ai passé beaucoup de diplômes, certains en candidat libre, des doubles diplômes aussi entre l'école de commerce et l'université quoi. Donc pas du tout, tu vois, dans mon esprit, je me destinais à faire du sport et finalement je suis devenu entrepreneur. Alors comment elle a commencé cette carrière professionnelle justement ? Elle a commencé par l'alternance, et c'est une super belle école, l'alternance que je peux que recommander. Moi, j'ai effectué à peu près 7-8 ans en alternance sur des fonctions de sales. Donc j'ai commencé sales de vendeur concrètement. J'ai commencé à travailler dans des très grands groupes chez DHL, chez Pepsi notamment. Puis j'ai fait vraiment toutes les fonctions qu'on peut imaginer sales, donc j'ai fait télévendeur, aujourd'hui on appelle ça SDR, puis account exécutif, donc commercial terrain, puis account exécutif, puis CAM, donc de la gestion de comptes européens, et puis ensuite sales director, donc directeur commercial. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans des entreprises déjà qui forment les collaborateurs, qui amènent beaucoup de process, de structures, et puis de pouvoir connaître toutes ces fonctions. Donc voilà. Donc j'ai été salarié pendant quelques années dans des grosses boîtes, puis je suis arrivé à l'entrepreneuriat par une rencontre, donc un entrepreneur français qui s'appelle Denis Père, qui avait monté une entreprise qui s'appelle BO il y a une bonne vingtaine d'années. Donc c'était un des premiers Français à avoir vendu sa boîte à des Américains. Et il avait remonté un second projet qui s'appelait les relais Kiala. Donc les relais Kiala, c'était quand tu te fais livrer dans une boutique à côté de chez toi. Ça s'est beaucoup développé pendant le Covid notamment, et notamment aussi parce que Kiala, c'était les premiers à avoir développé le click and collect. Donc ça a explosé pendant le Covid. Et donc j'ai rencontré Denis, je suis arrivé au tout début de ce projet, c'était ma dernière aventure comme salarié, jusqu'au rachat du coup par UPS. Et à ce moment-là, je me suis dit que moi aussi, je voulais du coup devenir entrepreneur, quoi. Voilà. Et comment t'as passé le cap ? C'était quoi les grandes étapes ? Franchement, ça n'a pas été compliqué de passer le cap. Je l'ai fait jeune déjà, donc peut-être j'avais moins d'appréhension. J'avais moins de 30 ans, quoi. En fait, j'ai rencontré des personnes dans la première boîte que j'ai faite. J'ai rencontré des personnes dans mon réseau. Il y a eu une opportunité à ce moment-là qui était la livraison du dernier kilomètre en logistique, qui faisait du sens. Pas du tout le secteur le plus sexy, mais on a monté un premier projet là-dessus avec des personnes que j'avais rencontrées en fait dans mon univers professionnel. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Je me suis laissé guider parce qu'ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Moi, je m'occupais de la partie sales et ça a été ma première aventure. 1 an après, la boîte a été rachetée par un logisticien. Et puis ensuite, je me suis intéressé plus à la tech, l'environnement startup, la startup nation quelque part quoi. Ça a été presque 10 ans de ma vie, ça.
parce que j'ai contribué à des gros projets tech comme Lydia, qui est une application de paiement aujourd'hui très connue, très utilisée. Puis ensuite, j'ai cofondé une boîte dans la lecture en streaming qui s'appelle YouBooks, qui a été revendue aussi. Et puis j'ai revendu ensuite, j'ai du coup créé une plateforme de gestion financière pour les entreprises, donc l'équivalent d'un PayPal mais français, qui a été revendue là il y a quelques temps aussi à une autre entreprise, quoi. Donc j'ai pas eu le bridge, il s'est fait vraiment simplement parce que je pense que j'étais jeune, j'avais pas d'appréhension. Et puis après tous les autres projets, ça s'est déroulé, ça s'est emboîté en fonction des rencontres en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière aventure entrepreneuriale, Aspiration? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, l'envie de le faire et comment tu l'as mise en œuvre? Ouais, bah du coup c'est un retour finalement aux sources, hein, Aspiration. C'est une entreprise qui est toute jeune parce que a seulement 4 mois. Et d'ailleurs on a annoncé aujourd'hui notre première levée de fonds. C'est un truc qui s'arrête jamais, j'ai l'impression. Donc on a levé 100 000 euros assez rapidement auprès d'entrepreneurs pour accélérer. Donc en fait Aspiration, pourquoi c'est un retour aux sources? Parce que c'est une entreprise qui a pour vocation de créer un groupe, donc un écosystème de business unit dans l'industrie du sport. Donc c'est vraiment ce retour aux sources pour moi qui suis passionné de sport. C'est une rencontre aussi avec Jérôme Cousin, du coup mon associé, qui est un ancien coureur cycliste qui a fait je crois 7 grands tours, 4 fois le Tour de France, qui était encore pro il y a 2 ans. Et en fait on s'est rencontrés ensemble en Corse il y a à peu près 1 an et demi sur le vélo. Et à ce moment-là, il était en train de monter un projet avec Pierre Roland, qui est aussi un coureur cycliste, qui était une agence de voyage pour particuliers. L'idée est partie de là. De façon concomitante, moi, ça fait 7-8 ans que j'ai cofondé un réseau d'entrepreneurs avec Daniel Doppler, un autre associé à moi sur Paris. Où en gros, on se réunit une fois par mois, on réunit 10 entrepreneurs pour dîner ensemble. On est parti d'un postulat assez simple qui est les entrepreneurs sont souvent sollicités. Tu vas dans des soirées où il y a beaucoup de monde. Finalement, bah t'as pas vraiment accroché avec les personnes et quand tu passes vraiment 3-4 heures avec que 10 personnes, tu les connais plus en fait. Donc c'est plus facile de les activer si tu as besoin de leur demander quelque chose, quoi. Donc il y avait cette idée déjà de network et de réseau que finalement sur 5-6 ans on a dû faire connecter 400 personnes, quelque chose comme ça, 500 personnes, et la passion du vélo et le fait que sur toutes mes boîtes j'ai levé de l'argent en fait à chaque fois parce que j'ai la particularité d'avoir financé la croissance de mes entreprises en faisant des levées de fonds, ce qui est voilà pas forcément le truc le plus courant, mais c'est comme ça que en tout cas que moi j'ai fait. Et à chaque fois j'ai fait rentrer des business angels que je rencontrais sur le vélo. Je me suis dit il y a un truc à faire. Et donc en fait, quand on s'est rencontré avec Jérôme, je lui ai exposé moi mon envie, et c'est comme ça en fait qu'on a utilisé la première brique qui est du coup Baroudeur Cycling, qui est l'agence de voyage, pour ensuite créer Aspiration, qui est du coup un collectif d'entrepreneurs qu'on réunit en fait sur des business camps pour favoriser les échanges entre entrepreneurs et dirigeants autour de la passion du vélo. Et à terme, en fait, l'objectif et la vision, c'est de créer vraiment un groupe de business units indépendantes. On a du coup l'agence de voyage, on a le collectif d'entrepreneurs. On a déjà aussi une boîte dans la logistique aussi. Ça peut être une marketplace demain, donc ça va être de consolider finalement un ensemble de business units pour en faire un groupe dans tout cet écosystème autour du sport. On commence par le vélo. Peut-être que demain, on ira sur d'autres verticales sportives aussi, quoi. Bon, moi, je suis ravie d'être à la naissance de cette nouvelle aventure. On pourra peut-être faire le point dans 5 ans pour voir où t'en es. C'est ça. Évidemment, dans ta carrière, tu as vécu 1000 anecdotes, toutes plus folles les unes que les autres. Est-ce que tu peux nous en raconter une ou deux? Est-ce que tu en retiens? Ouais, je peux t'en rencontrer 2 qui m'ont bien marqué, moi. La première, c'est la première fois que j'ai appris à vendre et à faire une vente. Donc et moi, je suis passionné par la vente parce que concrètement, quand on est entrepreneur, en fait, on vend tout le temps. Au-delà de moi, mon parcours pendant 10 ans dans des fonctions de sales, je dis souvent que les entrepreneurs, c'est des vendeurs. Et si t'as pas d'appétence pour la vente, ça va être compliqué, quoi. Et donc moi, j'ai commencé à vendre dans un magasin de costumes dans l'Oise. Je vendais des costards Hugo Boss, Kenzo, des trucs comme ça. J'étais tout jeune. Et du coup, le gérant de cette boutique-là m'avait appris à vendre, et notamment à vendre des costumes. Et le premier truc qu'il m'avait appris, quand il y avait du coup un couple qui est rentré dans une boutique pour acheter un costume, il m'avait dit tu dois vendre le costume à la femme. Et moi, j'étais tout jeune, donc je me suis dit c'est étonnant parce que c'est pas elle qui va le porter, quoi. Et j'avais pas bien compris en fait, et il m'a dit mais c'est super simple, c'est que si le garçon là, le mec finalement met son costume, l'essaye, est convaincu que c'est ce qui va pour lui, et qu'à la femme, à la fin en fait t'as pas accompagné aussi la vente avec sa femme, et qu'elle dit non mais en fait t'es moche, ou ça te va pas, ou t'es gros dedans ou autre, bah il l'achètera pas, quoi. Donc du coup j'avais appris une première leçon de vente qui était que je la synthétise un peu, mais qui m'avait un peu marqué. Et la seconde, c'est il y a une dizaine d'années, j'ai découvert le monde de la vente directe avec Tupperware, les produits de Tupperware. Et c'était trop marrant parce que déjà, en fait, on développait le projet du paiement avec Lydia. Donc c'était la rencontre de la vente directe et du paiement mobile, donc 2 environnements complètement différents.
Et en gros, on se trouve en fait finalement à essayer d'accompagner les acteurs de la vente directe pour digitaliser le paiement. Et je rencontre du coup Tupperware avec qui on fait un deal. Le deal prend pas vraiment au départ. Et à un moment donné, le directeur commercial me dit, bah écoute, faut que tu viennes voir chez nous comment ça se passe. Donc, je me retrouve à prendre mon petit scooter, à aller en banlieue parisienne pour aller dans une concession. Ils appellent ça une concession de Tupperware. T'as environ 60 concessions en France, c'est énorme, hein, avec quelques chiffres, 60 concessions en France. Je crois qu'à l'époque, t'as 20 000 conseillères Tupperware. Donc 20 000 femmes, essentiellement des femmes, hein, qui font de la vente à domicile de produits Tupperware. Donc je me retrouve à aller dans une des concessions. Je crois que c'était à Ris-Orangis ou quelque chose comme ça. Et je rentre dans la concession et là, il y avait au moins 400 ou 500 femmes. C'est lunaire. Mais qui étaient genre jamais vu des personnes autant motivées d'être là, hein, et contentes d'être là. Donc j'ai fait ah ouais, mais c'est dingue. Et là, j'ai assisté en fait à une soirée qui était de management à l'américaine. C'est-à-dire que on présentait des produits, des boîtes en plastique, mais on avait l'impression que c'était un truc de fou, quoi. C'était la folie. Ça m'a vraiment, ça m'a un peu choqué, mais dans le bon sens, quoi. Je me suis dit, mais c'est lunaire, c'est dingue. Et la soirée montait crescendo, jusqu'au moment où on récompense la meilleure vendeuse du mois. Et là, la meilleure vendeuse du mois, à ce moment-là, il y a une voiture qui rentre dans la concession et elle gagne un leasing de 1 an sur une voiture. C'est complètement énorme. J'ai découvert une industrie où finalement, c'est beaucoup de femmes, mais finalement, les femmes, c'est une industrie qui permet aussi aux femmes de s'émanciper parce que, pour la plupart, elles travaillent pas ou autre. Elles peuvent avoir un revenu complémentaire. Aujourd'hui, la vente directe, je crois que c'est 200 000 ou 300 000 emplois en France, donc c'est dingue, hein. Tu peux gagner entre 500 jusqu'à 3-4 000 euros par mois. Et donc voilà, j'ai découvert ce truc-là qui m'a vraiment étonné. Et à chaque fois, quand j'ai redéveloppé, par exemple sur ma dernière boîte, j'avais beaucoup de commerciaux. À chaque fois, je me suis dit comment je peux m'inspirer de ce que j'ai vu chez Tupperware et dans la vente directe pour essayer de le dupliquer dans une industrie un peu plus tech ou autre. J'ai pas réussi, mais en tout cas voilà, c'était vraiment un truc. C'est un super souvenir. Je suis trop content d'avoir connu ça et voilà. C'est vraiment un cas d'école Tupperware. Ouais, passionnant. Bon, alors, dans ta carrière, évidemment, il y a forcément eu des moments plus difficiles. Est-ce que tu as fait une grosse erreur et surtout, qu'est-ce que t'en retiens? J'ai fait beaucoup d'erreurs. Déjà, dans les plus grandes erreurs, je dirais, c'est dans l'industrie dans laquelle je suis. Alors, je suis un peu moins maintenant avec Aspiration, mais dans lequel j'ai été pendant près de 10 ans. Startup Nation, quelque part, l'environnement de la tech. On lève beaucoup d'argent. J'ai fait partie de ces entrepreneurs qui ont connu tout ça, qui ont connu les levées de fonds, qui ont connu les différents stades de levée de fonds, ce qu'on appelle pré-seed, seed, levée A, donc série A. Donc c'est concrètement on lève de l'argent auprès de business angels qui sont des indépendants, à des fonds régionaux, à des venture capitaux. Donc j'ai connu tout ça et du coup ça a développé chez moi un mindset de développement d'entreprise qui était très lié à la croissance, une croissance très rapide sur lequel finalement on regardait pas l'EBITDA, on regardait pas la marge. Il y a pas mal de sujets qu'on regardait pas il y a quelques années encore. Le prisme il a complètement changé il y a au moment du Covid, où même le rapport à l'investissement il a changé. On a commencé à regarder les boîtes qui étaient plus frugales, qui allaient chercher de l'EBITDA positif ou autre. Et finalement, moi mon erreur là-dedans, c'est que sur ma dernière boîte, j'avais levé juste avant le Covid, donc près de plus de 3 millions d'euros. On a staffé beaucoup d'un coup. Il fallait aller très vite. On était encore dans cette dynamique où on lève, on staff beaucoup. Puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le prisme évoluait, qu'on n'arriverait pas à faire la croissance délivrée, que soudainement de nouveaux métriques, donc d'indicateurs de performance popaient et qu'ils allaient être compliqués en fait tu vois, ça allait être très compliqué à faire de façon concomitante à une croissance rapide et aller chercher un EBITDA et réduire tes OPEX. Enfin, il y avait beaucoup de trucs qui étaient compliqués. Et donc, du coup, il a fallu qu'on cut dans les ressources pour réduire un peu la voilure. Donc, ce que j'ai appris, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Aspiration, c'est de se dire, day one, en fait, on va construire une entreprise qui est rentable. Ce qui empêche pas de lever de l'argent. Je dis pas qu'il faut plus lever. Nous, tu vois, on a levé pour aller plus vite quand même, et 2, surtout pour s'adosser sur des entrepreneurs qui vont nous permettre de nous ouvrir leur réseau. Et ça nous permet d'aller plus vite. Là, ça fait 4 mois que la boîte existe. Tu vois, sur le premier trimestre, on a fait 71 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, sur le premier trimestre, tout de suite, et avec 60% de marge. Donc, voilà. Donc, ça m'a fait un peu changer mon prisme et ma façon d'appréhender l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. Ah, c'est super intéressant. Et à contrario, du coup, quelles ont été tes plus grandes satisfactions ou les grands accomplissements dont tu es le plus fier? C'est toujours compliqué parce que les sportifs, on n'est jamais très fiers. Et moi, j'ai en plus, alors sportifs, souvent on a ce problème-là. Puis en plus, les sportifs dans l'endurance, on a un peu un rapport un peu compliqué avec ça.
Donc j'ai toujours du mal à me sentir particulièrement fier. Tu vois, même quand on a vendu U-Books, j'étais pas particulièrement fier. Je me suis dit on aurait pu faire mieux. Stoan, pareil. Quand on a fait les grosses levées de fonds, alors que en Série A il y avait 40 deals par an en France, je me suis pas senti fier parce que j'étais tellement concentré sur le fait de réussir qu'au moment où j'ai réussi, je me suis dit j'ai tellement travaillé qu'en fait c'était normal. Je me suis pas dit que c'était bien. Je me suis dit en fait c'est le fruit de mon travail. J'ai pas eu de fierté particulière, non. Malheureusement, je pourrais pas en citer en tout cas. C'est pas grave. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Parce que tu l'as dit, t'es un sportif d'endurance, mais il faut quand même aller chercher dans sa motivation quand on est dans le dur. Donc, qu'est-ce qui te fait tenir? Ce qui me fait tenir, c'est le fait d'avoir un bon équilibre, déjà vie pro, vie perso. Le fait d'avoir une super bonne hygiène de vie. Je pense ensuite, c'est le fait d'être constitué aussi quand avec une forme de résilience déjà assez forte, parce que quand tu fais du sport de haut niveau, notamment le vélo, c'est un sport qui est très compliqué. Faut quand même savoir que quand t'es national, par exemple, ou même les pros, ils s'entraînent 30 heures par semaine, et parfois il y a des pros qui ils passent pro. Je vais prendre l'exemple du vélo, hein. T'as une dizaine ou une vingtaine de Français qui sont dans les meilleures équipes au monde, et il y en a qui vont jamais gagner de leur carrière. Donc c'est super dur en fait, le sport ou autre. Donc mais par contre, tous les jours, tu montes sur ton vélo et tu vas faire 6-7 heures de vélo. Donc je pense que c'est un mindset que tu développes. Donc moi ça me fait tenir. Dans l'entrepreneuriat, il y a les moments de bonheur, ils n'existent pas, parfois il y en a qui arrivent jamais et il y en a très peu. Donc je pense que c'est surtout un mindset et de se dire ça va être compliqué. Pour moi en tout cas l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie qui est pas destiné à tout le monde. Donc moi ce qui me fait tenir, c'est de me dire que j'y trouve moi mon équilibre. Je me verrais pas faire autre chose aujourd'hui. Je suis passionné par l'idée d'avoir des idées, d'en créer des produits ou des services et d'aller jusqu'à la commercialisation, de donner envie à des gens de venir travailler avec nous, de syndiquer aussi des business angels, enfin toutes les parties prenantes qui sont nécessaires pour qu'un projet puisse réussir. Moi, c'est ça qui me fait tenir, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai longtemps cru au début de ma carrière que l'entrepreneuriat c'était pour tout le monde et qu'il suffisait d'y aller, etc. Et en fait, plus je vieillis, plus je me rends compte que non, c'est absolument pas pour tout le monde. Donc merci de nous rappeler ces paroles très sages. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Que ce soit dans le sport ou l'entrepreneuriat, c'est d'y aller, quoi. C'est d'y aller. C'est de foncer direct. Et moi, quelque part, c'est ce que je dis aussi. J'ai eu la chance de pouvoir financer aussi certaines entreprises en tant que business angel par l'argent que j'ai pu gagner. Et c'est un give back que je fais de façon naturelle parce que moi aussi, j'ai été financé par beaucoup d'investisseurs. Et ce que je dis souvent, parfois des entrepreneurs qui ont du mal à partager une idée ou autre, c'est de dire, franchement, en fait, ce qui compte dans un projet, dans une boîte, c'est l'exécution. C'est ça qui est le plus important. Donc en fait, il faut y aller et il faut toujours se dire cette notion d'itération, elle est pas très développée en France. Pour beaucoup de personnes, quand on fonce, qu'on y va et qu'on réajuste, c'est vu comme il est perdu haute. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, il faut y aller et il faut être constamment dans une stratégie d'itération, de se dire on va essayer de comprendre des choses, d'itérer pour comprendre, s'améliorer, progresser, etc., etc. et de faire monter le truc de cette façon-là, quoi. Parce que si on peut réfléchir pendant des heures au meilleur truc. Mais en fait, entre-temps, il y a peut-être plein de boîtes qui se sont lancées, il y a peut-être des opportunités qu'on a perdues ou autres. Donc moi, je suis plutôt d'avis plutôt favorable au fait d'y aller. Par contre, d'être tout le temps ouvert d'esprit, curieux et de se remettre en question tout le temps, quoi. Tu soulèves un point qui est hyper important. En France, c'est curieux comme on a un peu du mal à, contrairement aux Américains notamment, à être dans la multiplicité d'itérations. Comme si, en fait, on devait tout de suite faire bien, tout de suite faire parfaitement et comme s'il n'y avait pas de droit à l'erreur. Oui, mais je pense quand même, ce que j'observe, c'est que de plus en plus, on donne quand même du crédit à ce qu'on appelle un peu au repeat entrepreneur, même ceux qui n'ont pas réussi à faire un exit, mais qui ont monté une boîte. Parce que, t'as appris tellement de choses pendant cette phase-là, qu'on va quand même te donner de la crédibilité. Donc, je pense quand même que les choses sont en train d'évoluer dans ce mindset-là, par rapport à l'entrepreneur. En revanche, là où je trouve que ça n'évolue pas du tout, c'est dans le rapport de l'entrepreneur avec ses équipes. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons de faire. Soit tu es très pédagogue et t'expliques aux équipes le mode opératoire, mais malheureusement, les collaborateurs qui travaillent pour toi, ils ont pas forcément l'esprit start-up ou entrepreneurial. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui vont pas comprendre ce truc de on lance un truc, on le réajuste, on l'enlève. Tu vois, par exemple, tu fais du marketing, tu veux faire évoluer ta proposition de valeur, tu vas peut-être la faire évoluer 10 fois. Et c'est ok, c'est normal en fait. Parfois, moi, ça m'est arrivé de me retrouver confronté avec des collaborateurs qui me disaient « Mais t'es perdu ». Je dis « Mais non, je suis pas perdu, je travaille en fait là ». Tu vois. Là, en revanche, je trouve que, moi, j'ai pas réussi. J'ai testé à un moment donné d'être ultra pédagogue, de expliquer, de moins expliquer ou autre.
Mais à un moment donné, tu te rends compte que je pense que c'est un mindset que t'as. Ce mindset d'être dans l'itération où tu l'as pas. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ils vont se dire, je l'ai fait. Et donc, parce que t'as lancé ta landing page, ta proposition de valeur de ton site, il doit plus changer pendant un an. Bah non, c'est pas le cas, en fait. Donc voilà, et on revient un peu, je pense, à cette mentalité. Et c'est pour ça que je dis, tout le monde peut pas être entrepreneur, tout le monde n'a pas cette mentalité. Et c'est pas grave. Ça se fait de complémentarité, tu vois, de complétude, tu vois. Ça, je trouve qu'en revanche, d'arriver à faire comprendre ça, c'est compliqué. Du coup, quel est le meilleur conseil que toi, tu aies donné? Le même qu'on m'a donné. Le même qu'on m'a donné, c'est d'y aller, quoi. L'industrie du tourisme et des sports outdoor, elle a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué, même si tu n'as pas toujours travaillé ces 10 dernières années? Moi, ce que j'ai surtout suivi, c'est le vélo. Dans le vélo, ce qui a énormément changé, c'est forcément le matériel, tout ce qui touche à l'équipement. Aujourd'hui, le vélo, c'est devenu un peu un sport sexy et c'est beaucoup passé. Il y a 10 ans, tu vois, on avait sur nos maillots de vélo marqué le boucher du coin ou autre. Alors c'est pas stigmatisant, mais c'était pas joli. Les maillots, ils étaient pas fités. Maintenant, avec notamment l'apparition des marques comme Rapha ou autre, le vélo c'est devenu quand même plus sexy. Donc déjà, il y a ce premier rapport avec les équipements, le matériel. Moi, ce qui m'a plus choqué par contre sur les dernières années, c'est le rapport à la maigreur sur les cyclistes professionnels. Ça, c'est devenu vraiment, vraiment un délire. Déjà à notre époque, on était obsédé par ça. Encore aujourd'hui. Tu vois, alors que moi, j'ai pris 15 kilos depuis que j'ai arrêté vraiment la compétition. J'ai un rapport compliqué, tu vois, avec mon alimentation. Je me trouve toujours gros ou autre. On l'a fait aussi Jérôme, c'est un peu pareil. On a un peu ces trucs-là. Et pourtant, on n'a pas connu l'extrême de la maigreur, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment, vraiment un délire, quoi. Ça, je comprends pas, ce rapport à la maigreur chez les cyclistes professionnels, quoi. Et c'est pas que chez les cyclistes. Il y a plein d'autres sports dans lesquels la relation au corps et à la maigreur est particulièrement alertant. Franchement, je trouve ça, moi, ça me marque encore aujourd'hui. Quand tu vois des mecs, là, par exemple, Vingegaard, là, d'ailleurs, qui est tombé hier sur je sais plus quel tour, qui est dans un état, on sait même pas s'il va s'en remettre. Quand tu vois, c'est le coureur, un des coureurs les plus maigres en ce moment, ça fait peur, hein. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour cette industrie? L'industrie du sport ou l'industrie du vélo? Du sport, le vélo en fait partie, mais du sport en général. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de connexions entre le sport et le business et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est moi d'ailleurs ce qui me fait me lever tous les matins, c'est de me dire que il y a tellement de valeurs qu'on apprend dans le sport, que ce soit l'hygiène de vie, la régularité, la résilience, le fait d'être en équipe. Par exemple, le vélo, c'est un sport d'équipe. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, on pense que c'est un sport individuel, mais tu gagnes pas une étape de Tour de France si t'as pas une équipe, 2, t'as pas un staff, etc. Tu vois. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de transpositions à faire qui seraient très intéressantes pour permettre à aux managers de demain de pouvoir appréhender leur management de façon un peu différente et d'utiliser toutes les transpositions qu'on peut avoir dans le sport, dans le management ou pour progresser d'un point de vue professionnel, quoi. Donc moi je crois qu'il va y avoir de plus en plus de bridge en fait entre les deux mondes. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil de livre ou un documentaire ou un film à regarder? Je recommande Game Changer souvent, The Game Changer sur Netflix. Moi, c'est comme ça, perso, que je suis devenu végétarien, d'ailleurs. Je trouve que c'est super intéressant. En tout cas, moi, ça a changé mon rapport à l'alimentation, parce que, comme je te le dis, je suis devenu végétarien. C'est super intéressant de voir que, même dans des sports d'extrême endurance, alors eux, c'est même pas végétarien, c'est le véganisme, hein, c'est encore un autre stade encore au-dessus, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très inspirant. Merci beaucoup, Nicolas Lemétayer, CEO et cofondateur d'Aspiration, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 3 points clés et la punchline de l'épisode. Le premier, c'est que si vous êtes jeune ou que vous avez un jeune à la maison, l'alternance est une excellente école de vie professionnelle. Le deuxième point, c'est que pour tenir dans les moments difficiles, pensez à bien équilibrer votre vie pro et perso et adopter une hygiène de vie la plus saine possible. Le troisième point, ce qui compte dans une entreprise, c'est l'exécution. Il faut donc être constamment dans un mindset qui permet de faire de nombreuses itérations. Et la punchline, les entrepreneurs sont d'éternels vendeurs. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.